De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous, pour vous donner à entendre la voix du monde, la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Eric, bonjour Strasbourg. Au micro et à la technique, le bicéphale et quadriman Eric. Bonjour Strasbourg. Alors, dis-moi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Nabou? Alors, une petite devinette, Eric, si je dis thé, kung fu, origami, ça te fait penser à quoi? Jackie Chan. Non, on va dire l'Empire Céleste, la Chine, non? Ah oui, bien joué. Alors aujourd'hui, Eric, on va parler de la Chine. Donc, pour ainsi dire que la Chine est au programme sur l'émission du CRE. Donc, nous allons parler de la culture chinoise et pourquoi la Chine est également connue sous le nom d'Empire Céleste, Eric. Alors, l'Empire Céleste, c'est sous ce mot de vocabulaire que l'on connaît à la Chine depuis les temps anciens. Cela ne se réfère pas uniquement à la puissance et à la position de la Chine en tant qu'empire du milieu, l'empire du milieu de l'Asie orientale. Ceci implique également une signification plus profonde. Elle décrit à terme une terre où le divin et le mortel ont un jour coexisté. Cela se réfère à la croyance selon laquelle le divin, à travers les différentes dynasties, a transmis une culture riche et abondante au peuple chinois. C'est pour cela que l'on considère que la culture chinoise est inspirée par le divin. Par ailleurs, elle est la seule culture au monde à avoir une histoire connue et ininterrompue de plus de 5000 ans. Elle a laissé derrière elle d'innombrables œuvres classiques, littéraires, documents historiques, vestiges culturels et archives nationales reflétant son immense ampleur. On dit que la culture chinoise, a débuté avec l'empereur jaune, il y a quelques 5000 ans. Il cultivait le Tao, ou la voix, et on disait qu'il possédait de grands pouvoirs et une grande sagesse. Il enseignait à ce sujet comment vivre en accord avec la voix divine. D'anciennes légendes chinoises mentionnent de nombreuses divinités qui ont transmis aux humains des éléments essentiels de la culture. Par exemple, Kanji a créé les caractères chinois, Shennong a transmis l'agriculture et Surien a révélé les diverses utilisations du feu. Les trois religions de la Chine, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, sont le socle des 5000 ans de la civilisation chinoise. La pensée taoïste, considérée comme la source de la culture chinoise, fut systématisée par le sage Lao Tzu il y a plus de 2500 ans dans son livre Tao Te Ching. Tao Te Ching. Il est souvent présenté sous ce titre-là. Tao Te Ching. Tao Te Ching, merci. Le livre expose la mystérieuse voie de l'univers qu'il appelait le Tao. Le confucianisme met l'accent sur un code moral à l'adresse des gouvernements, des familles et du comportement individuel. Les enseignements du confucianisme 551-479 avant Jésus-Christ ont été les principes conducteurs de presque chaque dynastie chinoise, à commencer par les Han, 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Tous ceux qui voulaient devenir fonctionnaires devaient passer des examens administratifs qui testaient systématiquement leur code moral et leur compréhension des classiques confucéens. En 67 après Jésus-Christ, le bouddhisme est arrivé en Chine depuis l'Inde ancienne, centré sur le salut personnel et la méditation. Le bouddhisme a eu un effet profond sur la culture chinoise. En effet, il perdure encore aujourd'hui. C'est durant la dynastie Tang, 618 à 907, que les trois religions, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, ont atteint leur apogée durant une période souvent considérée comme le summum de la civilisation chinoise. Sous l'influence de ces croyances, la culture chinoise a engendré un système de valeurs riche et profond. Les concepts de l'homme et la nature doivent être en harmonie. Honorer le ciel pour connaître son destin. Et les 5 vertus cardinales de bienveillance, droiture, décence, sagesse et fidélité. Renjili. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, pour présenter. Merci. Alors, c'est notre invité qu'on va vous présenter après. J'en profite pour vous présenter Jizong qui est, je ne sais pas si je prononce bien.
Oui, mon nom c'est Zhong, mon prénom c'est Jie. D'accord. Jie Jie Chang. Chang. Et du coup, on vous l'a pas encore présenté, mais il est là pour nous dire comment prononcer les mots en chinois, parce qu'avec notre accent occidental, Ça va être compliqué, hein. Non, vous prononcez très bien. Hein, Ah, merci. Ah oui. Alors, ces 5, alors je parlais des 5 vertus cardinales, donc qu'il vient de prononcer en chinois, qui sont tous les produits des enseignements de ces 3 religions. Donc, ces principes ont constamment été présents au cours des 5000 ans de l'histoire de la Chine. Alors, du coup, on va bien préciser l'invité dont on a déjà dit non, dont nous avons déjà trahi la présence. Qui est-ce qu'on a comme invité aujourd'hui? Alors, on a Yi Zhong, qui représente l'association Chine-France-Alsace. Oui, effectivement. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, Eric. Bonjour. Bonjour, Nabou. Bonjour, Ji. Merci d'être là avec nous. Je suis très content d'être invité par vous aujourd'hui. En fait, mon nom c'est Zhong et mon prénom c'est Jie. Je suis président de l'association France-Chine Alsace. En fait, ça fait 13 ans je suis venu à Strasbourg parce que j'ai épousé une Alsacienne. Ah. C'est la raison que j'installe dans cette belle région. D'accord. Et ouais, on va faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet avec Zhong Ji. Oui. En fait, pour la première chanson aujourd'hui, je vais vous faire écouter un groupe. Il s'appelle Nature Morte. La chanson, il s'appelle Frotter les yeux. D'accord. Mais bien, c'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs l'émission du Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes bien avec Jie. Oui, qui vient de nous proposer de la musique pour notre première pause. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos auditeurs et auditrices? Oui. En fait, notre association France-Chine d'Alsace a été établie en 1997. Donc, ça fait quasiment 20 ans cette association a existé. Elle était établie par un Chinois qui habitait à Strasbourg. À cette époque, il n'y en a pas beaucoup de Chinois, ni des étudiants qui habitent à Strasbourg. Donc, le but, au début, était pour faire connaître notre culture au public français et pour mieux intégrer des Chinois dans la communauté française. Oui, effectivement, maintenant, ça fait presque 20 ans, notre association a été établie. Donc, le but et l'ambition de notre association a été jamais changé. D'accord. Est-ce que vous avez, c'est-à-dire cette association regroupe les étudiants, les professionnels et tous les Chinois sans distinction? C'est ça? Oui, effectivement. Parce que parfois, dans certaines communautés, il y a des étudiants, il y a des associations de professionnels, il y a une distinction, en fait. Donc, vous? Oui, dans la communauté chinoise, en fait, la plupart des Chinois sont des étudiants. D'accord. Ça représente à peu près, on dirait 70%. Et le reste, il y a des commerçants qui sont de restaurants, de magasins. D'accord. Et il reste encore une petite partie, c'est de Chinois qui travaillaient en France, surtout en Alsace. Ça représente à peu près 10% de communauté. Est-ce qu'il y a des associations analogues dans les autres villes? Si oui, lesquelles et dans quelles autres villes? Et est-ce que vous êtes en rapport régulier avec ces associations? Oui, effectivement. En France, en fait, il y a beaucoup d'associations qui est analogue comme notre association. À Paris, il y a une fédération des associations franco-chinoises. Cette fédération réunit toutes les associations qui concernent l'activité franco-chinoise. Donc, dans cette fédération, il y a au total 26 associations inscrites. Ah ouais. Y inclut notre association. Par exemple, il y a Amitié Aquitaine Chine, Amitié Auvergne Chine et Centre culturel franco-chinoise. D'autres, il y a Amitié franco-chinoise Nancy-Lorraine. Donc, il y a beaucoup d'associations à Paris, dans la région de Paris, Lyon, Marseille, où
il y a une grande communauté chinoise. Et vous pouvez trouver la liste d'associations en France qui sont inscrites dans la fédération sous le site chine-france.com. D'accord. Et pour en venir à votre association, quels sont les objectifs de votre association à vous en Alsace et quelles sont vos cibles? Oui, les objectifs de notre association, je mentionnais aussi au début, est pour des échanges culturels, économiques et artistiques entre la France et la Chine, surtout en Alsace. Et aussi pour faire connaître notre culture et notre esprit aux Français qui sont intéressés par la Chine et sa culture. Également, nous voulons que les Chinois qui habitent en Alsace auront des possibilités de se croiser et se voir avec les habitants locaux pour apprendre mieux votre langue française, votre culture et mieux, comment on dit ça, partager intégrer dans votre communauté avec plus de compréhension et d'essence. D'accord. Combien de membres comporte votre association? Est-ce que c'est que des Chinois ou il y a aussi des Français qui ont adhéré pour ces échanges? Ouais. En fait, nous avons autour de 50 membres qui sont inscrits dans notre association. Nous voulons bien que des Français, autant de Chinois qui pouvaient inscrire, mais pour l'instant, il y a plus de Français que de Chinois qui sont inscrits dans notre association. Donc, je me suis dit, 90% de membres sont français. Sont des Français qui sont intéressés et passionnés par la culture chinoise. C'est bien. Et est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres associations qui sont intéressées par la culture chinoise ou Oui, en fait, moi je travaille en Alsace. Il y a également d'autres associations qui concernent avec la Chine. Il y a c'est l'association chinois en Alsace. Oui. Dans cette association, il y a que des Chinois qui travaillent, qui fait des études, qui fait du business en Alsace. La deuxième association, c'est Réunion de chercheurs et étudiants chinois en France, à Strasbourg. Et dans cette association, il y a que des étudiants. D'accord. Voilà. Donc, notre association, on fait beaucoup d'activités avec ces deux associations pour que ces deux communautés puissent faire des choses ensemble régulièrement. Vu dans notre association, il y a plus de communautés. Il y a une grande communauté française et dans d'autres deux associations, il y a que des Chinois. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, quel type d'activité mettez-vous en place pour faire connaître la culture chinoise en Alsace? Oui. Nous faisons des activités suivantes régulièrement pendant l'année. Le premier, c'est des conférences. Nous faisons souvent des conférences sur le sujet, par exemple, l'acupuncture, la médecine chinoise, le voyage en Chine, etc. C'est la méthode la plus directe pour des Français qui sont passionnés par notre culture. Ça d'abord, c'est des conférences. Ça, on fait une conférence tous les 2 mois ou 3 mois. D'accord. Et le deuxième, on fait des cours de cuisine chinois 2 ou 3 fois par an. Et en fait, cette cours de cuisine chinois, on a commencé cette année et c'était une réussite immense. Donc ça c'est une activité qu'on va continuer à faire. Après, nous avons envisagé de faire des ateliers de calligraphe chinois pour des enfants qui sont dans l'école section internationale qui apprennent le chinois. Ah, ça, j'ai eu cette reflet parce que mon fils, il est dans le section internationale à le collège et ses camarades qui sont aussi dans la classe chinois m'ont dit qu'ils voulaient bien apprendre de calligraphe chinois. Ouais. Donc ça m'a donné de motivation de faire pour des enfants. Ouais. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Ah, parfait. Ouais, c'est gratuit. Et après, on fait de temps en temps les sorties avec des membres. Y inclut le repas chinois. Par exemple, tout le 1er mai de chaque année, on fait une promenade au Mont Saint-Adile avec tous les membres. Ouais. Et on fait aussi une visite à Paristo. C'est un supermarché asiatique. Oui. Et on fait une visite. Après, on fait un repas ensemble dans le restaurant.
c'est l'occasion tout le monde puisse réunir ensemble Bien et sûr. on peut discuter ensemble. Et après, effectivement, la fête de Nouvel An chinois, c'est une occasion très importante pour des Chinois. Donc, nous fêtons cette fête avec des autres associations une fois chaque année pendant le Nouvel An chinois. D'accord. Et la dernière, on fait aussi des voyages en Chine. Et pour l'année prochaine, en avril, on a envisagé un voyage en Chine dans la région de Yunnan D'accord. pendant 2 semaines. Et ça se passe comment? Ça se passe, c'est pour l'année prochaine. D'accord. Et c'est que les membres qui peuvent y participer? Effectivement. Et il y a une cotisation? En fait, c'est selon la législation. Oui. Quand une association voulait organiser un voyage, il pouvait organiser que pour des membres. Ah, d'accord. C'est selon la loi. Bien sûr. Voilà. Donc, pour l'instant, on a eu pas mal d'inscrits. Ouais. Et ça sera mon premier voyage après mon élu comme président. Ah, c'est bien ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes président? Ça fait déjà bientôt 3 ans. D'accord. Je suis président de l'association. D'accord. Du coup, si on veut vous retrouver ou vous rencontrer ou découvrir l'association, où est-ce qu'on peut vous redécouvrir? À quelles occasions? Quelles sont les activités phares qui permettent de vraiment rencontrer votre association et l'activité que vous menez? Oui. En parlant de activités phares, moi je dirais le premier c'est le atelier de cuisine chinois. C'est une activité qui attire beaucoup de membres. Pourquoi? Parce que quand on fait un cours de cuisine chinois, souvent le prof que j'ai invité, ce sont des Chinois. Ce sont des Chinois qui sont super forts pour la cuisine chinois. Et les élèves souvent sont de membres français dans notre association. Et c'est l'occasion, les deux cultures pouvaient se croiser. Oui. Et le prof chinois, il pouvait apprendre la cuisine chinoise aux Français. Et après l'apprentissage, on pouvait déguster la cuisine ensemble et on peut discuter autour de table avec le repas qu'ils sont faits. Et ça se passe où exactement? Et à quelle heure? Oui, en fait, c'est bientôt. Ça sera le deuxième atelier deuxième cours de cuisine de cette année. Ça sera le 18 novembre à la 35 rue de Vauban. C'est l'endroit où l'association Spar qui fait de activités régulièrement là-bas. C'est à Esplanade. D'accord. Voilà. D'accord. Cette fois-ci, on va faire le ravioli chinois. Ah. On va y aller. T'as noté le truc là? Parce que... Oui, j'ai mis 25 lieux du Beauvant. Je vais venir. Malheureusement, pour cette fois-ci, les inscriptions sont déjà clôturées. Et on vient pas pour on est cuisiner, déjà on vient pour plein. manger. Oui, on vient pour manger en fait. Tu nous fais une exception. Bon, moi, j'ai envisagé de faire le deuxième atelier. Vous serez dans sous la liste de priorités. Ok, ça marche. D'accord, merci. Et le deuxième, par contre, le deuxième activité phare, ça sera le voyage. En fait, pendant le voyage, je pense, des Français, ils pouvaient découvrir le paysage de Chine. Oui. Ils pouvaient vraiment voir et se croiser les habitants locaux en Chine. C'est pourquoi, pour moi, cet événement sera très, très important pour notre association. D'accord. Quel est le public cible de votre association exactement? Mais en fait, le public cible de notre association, en fait, à côté français, moi je dirais c'est pour des Français qui sont inspirés et qui sont passionnés par la culture chinoise. Souvent, ce sont des gens, ils étaient en Chine, ils ont voyagé en Chine, ils sont passionnés, ils ont vu le paysage chinois et le peuple chinois. Ils voulaient continuer cette rencontre en France. Ça, c'est le côté français. Et au côté chinois, je ciblais pour des Chinois qui voulaient bien apprendre plus rapidement, comprendre mieux la culture française. Oui. Surtout, moi, je dirais, c'est des étudiants chinois qui sont également mon cible. Bien sûr. Aussi des Chinois qui peut-être y fait un passage court dans notre région et je voulais bien que notre association pour aider des Chinois en passage dans la région As pour découvrir plus rapidement de cette région. Ouais. D'accord.
Alors merci Jie. Jie. C'est le deuxième ton, c'est Jie. Jie. Tout de suite, pause musicale, et avant de continuer notre entretien avec Xie Chong Oui. autour de la culture chinoise, et qu'est-ce que tu nous proposes comme titre? Le deuxième titre de chanson, il s'appelle Je vous appelle en Europe. C'est deuxième chanson de le groupe Nature Morte. C'est un groupe de taïwanaise. Ok. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs nous sommes encore avec Jie sur la RBS 91.9. Je trouve vous prononcez mieux en mieux de mon prénom. Je fais des efforts, c'est bien. Merci. Alors, Eric? Alors, comment vous évaluez l'intérêt de vos cibles face aux activités que vous organisez? Oui, ça c'est une question j'ai posé également moi-même régulièrement. Effectivement, j'ai organisé beaucoup d'activités et des fois après l'activité, je fais souvent un bilan avec des membres pour demander leur avis sur l'activité. Par exemple, j'ai organisé une conférence et d'abord je regarde il y a combien de gens qui sont venus pour la conférence. Surtout, je pense il y a certains sujets ça attire plus de membres, il y a certains sujets peut-être moins. Et après la conférence, je vais poser des questions aux membres. Est-ce que ce genre de sujet, est-ce que ça vous intéresse, ou est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez me proposer un sujet? En fait, je demandais souvent mes membres, quel que soit par email, quel que soit quand je le croise, en leur demandant en leur demandant quel sujet ou quelle activité qu'ils voulaient faire. Oui, effectivement, c'est un deuxième. En fait, oui, effectivement, c'est une méthode que j'utilise souvent. Oui, c'est bien ça. Proposer des questions aux membres pour savoir leurs avis sur notre activité. Bien sûr. Ouais. Oui. Et est-ce qu'il existe d'autres associations chinoises en Alsace? Oui. Lesquelles? Comme avant, j'ai déjà mentionné, en Alsace, il y a d'autres associations qui concernent avec la Chine. La première association, c'est Association chinoise Alsace. Et la deuxième association, c'est de Réunion de recherche et d'étudiants chinoises en France à Strasbourg. D'accord. Par contre, en fait, je voulais encore mentionner d'autres établissements. C'est aussi une association, mais c'est plutôt un établissement académique. C'est l'Institut Confucius d'Alsace. Okay. En fait, l'Institut Confucius d'Alsace, c'est un établissement qui renseigne les Chinois, également qui donne le cours de calligraphe, le cours de Go. Le Go, c'est un échec chinois. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai déjà eu quelques notions de Go, mais je les repère à chaque fois. Ouais. Oui, c'est un échec chinois. C'est avec le clino, oui, en blanc et noir. Effectivement, c'est un jeu de stratégie. Donc, l'Institut Confucius enseigne il donnait le cours au public français. Qui sont envie d'apprendre la langue chinoise dans leur vie privée, par exemple samedi ou le soir. Ouais. Et où est-ce qu'on peut venir pour apprendre à jouer au Go, du coup? En Alsace, à Strasbourg? Ce que je sais, c'est en Alsace, il y a une association, c'est un Français qui a établi, qui enseigne le Go. Qui enseigne le Go, mais je ne sais pas exactement où cette association se localise. Peut-être vous pouvez trouver sur Internet, mais je sais en Alsace, il y a une association qui fait des jeux de Go. Et aussi, il y a une association, c'est aussi une association française, il fait des jeux de Mahjong. Je ne sais pas si vous connaissez Mahjong. C'est quoi? Mahjong. On a une version sur tous les ordinateurs de jeux de Mahjong où il faudrait mettre deux tuiles ensemble, mais il paraît que ça se joue pas du tout comme ça. Non, ça joue pas comme ça du tout, en fait. Le Mahjong se joue avec 4 personnes. Et quand on joue dans l'ordinateur, on joue avec une personne. Oui. C'est 4 personnes, avec beaucoup de dominos.
Bon, c'est un jeu c'est aussi un jeu de stratégie. C'est un peu compliqué parce qu'il faut aussi connaître le dessin de chaque domino. Mais un jour, s'il y a de l'occasion, je vais vous montrer comment jouer cette jeu traditionnel chinois Mahjong. D'accord. Du coup, comment est-ce que vous collaborez avec ces autres associations? Oui, en fait, par exemple, si je voulais fêter le Nouvel An chinois avec l'association de réunion d'étudiants chinois, en fait, la première étape, c'est que je contacte le président de cette association. Oui. On va faire la réunion également pour savoir s'ils sont intéressés par mon projet. Si ils sont également intéressés par ce projet, ben, on va faire une planning pour mettre en action de cette activité. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup de préparation, beaucoup de réunions entre notre association et l'association en collaboration. Donc, effectivement, toute notre activité, tout ce qu'on fait, c'est en bénévole. Oui. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, c'est voilà, c'est vraiment notre passion pour faire des activités. Donc, effectivement, la collaboration dépend beaucoup de volonté et motivation de nous-mêmes. Donc, c'est effectivement, beaucoup de communication, de préparation, de réunions, et on sollicite également des bénévoles d'associations qui pouvaient nous aider pour la préparation de activités, surtout pour une fête de Nouvel An chinois. Après, pour une cours de cuisine, peut-être il y a moins de travail, de préparation. L'essentiel, c'est qu'on trouvait une date et on trouvait le Chinois qui pouvait renseigner le cours de cuisine. Après, on achetait l'ingrédient la veille de cours. Et voilà, ça marche rapidement pour ce genre d'activité. D'accord. Est-ce que vos activités sont ouvertes au public, par exemple? Moi qui ne suis pas membre de votre association, si je décide de participer au Nouvel An chinois, par exemple, est-ce que ça m'est ouvert? Oui, en fait, au début, je voulais faire ce genre d'activité que pour des membres. Finalement, on a dit non. Si c'est pour faire connaître notre culture, on devrait faire des choses au public, à tout le monde. Donc, on a dit pour ce genre de fête, tout le monde pouvait venir, pouvait participer. Peut-être, des fois, on demande une petite contribution, contribution pour couvrir notre coût d'activité. Par exemple, on doit payer la location de salle, on doit acheter des ingrédients pour le repas, tout ça. Donc, c'est vraiment un petit coût pour participer, pour couvrir le coût de l'activité. Ok. Ouais. Du coup, moi, j'avais une question à poser, une question un peu plus gastronomique. Ça, je sais. C'est un sujet qui est intéressé à tout le monde. Oui. Alors, du coup, quel est votre plat préféré et quelle est sa recette? Oui. En fait, je pouvais vous dire que j'étais en Chine pendant 2 semaines, pendant les 2 dernières semaines, et je mangeais quasiment tous les jours des ravioli. Voilà, la réponse est là. Mon plat préféré chinois, c'est de ravioli. Et le prochain coup de cuisine, c'est aussi fait des ravioli. Ravioli vapeur? Il y a de ravioli vapeur, ça c'est dim sum, tout le monde, beaucoup de Français connaissent. Il y a aussi de ravioli frit. Ça veut dire on frit le ravioli dans l'huile. Dans l'huile. Dans l'huile. En chinois, il s'appelle le guotie. Et il y a deuxième ravioli, c'est de ravioli avec de soupe. En fait, c'est comme l'amiens japonais. En fait, on trempait le ravioli cuit dans des bouillons. D'accord. Donc, il y a différentes sortes de ravioli. D'accord. Et pour la recette. Oui, la recette. La recette, en fait, vu le ravioli, c'est une pâte farcée avec des ingrédients. Donc, l'essentiel, c'est de farce. C'est ça, la farce de pâte. Donc, la farce, ça peut être des légumes. Des légumes purs, ou soit c'est de viande pure, ou soit c'est de mélange de viande et de légumes.
Pour le légume, pour le végétarien, si c'est de légumes, on peut utiliser le chou chinois, des épinards, hein, et voilà, on peut utiliser de légumes en couleur vert, les feuilles vertes. Et pour de viande, on peut utiliser quel que soit souvent c'est de porc, ou de poulet, ou de crevettes. D'accord. Après, si on voulait faire le mélange, on peut utiliser ces deux ingrédients au mélange. Et l'essentiel, on le mixe dans la machine, dans le mixeur. Ouais. On va ajouter le sel, le poivre, un peu de sauce soja pour avoir de goût, de huile de sésame, ça aussi donnait une sorte de parfum. Et on l'a bien mixé. Et après, pour le pâte, si c'est un peu compliqué de faire nous-mêmes, on peut les acheter au supermarché asiatique, comme dans Paristo. Il y a des pâtes surgelées qui sont déjà préparées. Ou acheter ça. Et pour comment comment on met le face sous la pâte et comment plier la pâte. Ça, c'est un peu compliqué pour vous dire dans la radio. Je vous invite, si vous pouvez pas participer dans à notre cours de cuisine, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui pouvaient montrer comment faire plier le pâte avec le face. Et après, pour la cuisine, c'est tout simple. Si vous voulez juste cuisiner simplement, vous chauffez le lot jusqu'à ce qu'il soit bouillon. Vous ajoutez le ravioli, vous laissez cuire pendant 5 ou 10 minutes. Après, vous pouvez manger avec le vinaigre aux sauce soja. Si vous voulez le friter, vous ajoutez sous une poêle, vous ajoutez de l'huile et vous mettez le ravioli sous le poêle. Vous laissez cuire, vous ajoutez un peu d'eau, vous laissez cuire pendant également 5 ou 10 minutes. Et le bas de ravioli sera, comment on dit ça, devient doré. Voilà. Vous pouvez manger aussi avec le vinaigre. Après le ravioli à vapeur, vous achetez un appareil de vapeur, vous le mettez dans l'appareil, vous le cuisinez avec de vapeur et tout simplement. C'est bien ça. Oui, ça a l'air très Ça donne envie. Ouais. Et la question qui va suivre, c'est où est-ce qu'on peut trouver des ingrédients pour la cuisine chinoise, par exemple? Effectivement, les ingrédients à Strasbourg, effectivement. D'abord, il y a Paristo, c'est très très connu. Paristo, il a 2 magasins. Il y a une en centre-ville, boulevard de Faubourg National, je pense. Faubourg de Saverne. Faubourg de Saverne, excuse-moi. Ah, il connaît? Ah, bah voilà. Bah, je vais acheter mon riz Vous connaissez mieux que moi. Et le deuxième, c'est à Wolfisheim, Paristo. Ils sont un supermarché gigantesque là-bas. À côté, il y a un restaurant en volonté. Donc, vous pouvez trouver tous les ingrédients asiatiques. Après, il y a aussi des supermarchés thaïlandais, vietnamiens. Ils sont dans toute la ville à Strasbourg. Il y a Thailong, il y a un supermarché thaïlandais, il s'appelle le Thailong. Vous pouvez aussi trouver. Cet supermarché se situe à Meno, à Neudorf. D'accord. Ouais. J'avais aussi une question parce que il y a plusieurs années, j'avais commencé une série de livres qui s'appelait Les Enquêtes du mandarin Tan. Oui. Il parlait plutôt d'un mandarin au Vietnam, mais pour le coup, tout au long des romans, ils arrêtaient pas. Enfin, les auteurs mettaient toujours des éléments qui permettaient de comprendre la culture de l'époque, passée au XVIIe siècle. Et du coup, dans ce roman, il y a un truc qui m'avait vraiment étonné, c'est que les mandarins, les officiers militaires et même les officiers plus politiques, qui servaient l'empereur, devaient passer des concours. Et donc que tout le monde pouvait devenir mandarin si sous peine en réussissant le concours. Du coup, en Chine, c'était pareil? Oui. En fait, en Chine, c'était pareil. Dans l'ancien temps, quand l'empereur voulait sélectionner ou choisir des positions pour des officiels qui travaillaient dans le cours pour l'empereur, il souvent lançait un concours dans tout le pays. C'est ouvert aux hommes à l'époque. Donc, tous les jeunes hommes qui voulaient être officiels pour travailler pour l'empereur, ils doivent préparer pendant longtemps, pendant des années. Et ce jour-là, pour le concours, il aura un titre demandé par l'empereur. C'est l'empereur qui a préparé ce titre de examen. Un sujet, effectivement. Et ce jour-là, tous les participants doivent écrire un article
sous cet sujet en calligraphie chinoise. En fait, cette méthode, c'est pour d'abord tester leur connaissance sous n'importe quel sujet, parce que personne ne sait quel sujet l'empereur va poser. Ouais. Et la deuxième chose, c'est pour tester le niveau de écriture de chaque participant. Parce que pour écrire bien calligraphie chinoise, ça prend aussi beaucoup de temps et énergie. D'accord. Voilà. Donc du coup, il fallait être aussi bon en écriture qu'en connaissance. Effectivement. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de hommes qui sont dans la famille pauvre, qui voulaient être officiels pour changer la situation. Il fait de travailler dur quotidiennement pour préparer cette concours de mandarin. Ah, mais du coup, parce que pour le coup, dans beaucoup de films chinois, on nous montre les maîtres calligraphes comme des gens qui sont vraiment vénérés en Chine. Est-ce que c'était le cas Oui, c'était le cas. Et du coup, ça montre quoi? Enfin, c'est un maître en calligraphie et il montre qu'il sait faire. Maître calligraphie, en fait, ça montre c'est quelqu'un qui a beaucoup de persévérance, de sérénité. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui écrit en calligraphe avec un pinceau, parce que le poids de pinceau est très mou en fait. Mais quand on écrit, on voit le caractère qu'on a écrit, il montre une sorte de force. Donc écrit avec un pinceau très mou. Et on voit de force sous le caractère, ça montre, c'est quelqu'un qui a pratiqué, qui a travaillé régulièrement. Ça demande de la technique. Ça utilise beaucoup de techniques et beaucoup de travail. Voilà. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un qui aime bien travailler. D'accord. Et du coup, j'avais encore une autre question parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai fait la connaissance d'un étudiant chinois qui m'avait dit il y a 10 ans, pour les étudiants chinois, c'était très difficile d'avoir une bourse parce qu'ils étaient, je sais pas, plusieurs centaines de milliers quasiment à demander une bourse pour aller étudier à l'étranger. Et ou sinon ils devaient fonctionner sur leurs moyens propres, et ce qui était très très difficile pour aller faire des études, continuer leurs études à l'étranger. Est-ce que les choses ont évolué ou Ah, bien sûr, les choses ont évolué. Ça, je comprends, parce qu'il y avait peut-être 10 ans, il y a 15 ans, la Chine était encore sous la phase de développement. Donc, pour un étudiant chinois qui voulait faire des études en pays étrangers comme en Europe, aux États-Unis, on avait besoin beaucoup de moyens et de finances. Et ça, c'est très difficile pour des familles chinoises. C'est également très difficile d'obtenir un visa pour aller dans un pays étranger. Mais maintenant, avec la croissance de l'économie de la Chine, ça devient de plus en plus facile pour un étudiant chinois qui voulait faire des études dans le pays étranger. D'accord. Donc, Alors, une dernière question, peut-être, Jie. Oui. Alors, est-ce que vous avez des bons plans à partager avec les amoureuses et amoureux de la culture chinoise qui nous écoutent? Oui. Moi, je simplement voulais dire que si vous êtes amoureuse de la culture chinoise, n'hésite pas de nous contacter et participer des activités de notre association. Notre association va vous guider pour connaître mieux notre culture qui a 5000 ans d'histoire. Quand vous participez à notre activité, des conférences, d'ateliers de cuisine, de calligraphe, de voyages en Chine, vous allez découvrir et comprendre mieux notre culture qui a autant de singularités et en même temps qui a autant de points communs à la culture française. Donc, vous pouvez connaître les activités qu'on organise pendant l'année sous la page Association France-Chine Alsace sur Facebook. Nous avons cette page. Donc, vous tapez simplement Association France-Chine Alsace. Vous trouvez la page de notre association. Sinon, vous pouvez nous écrire à notre adresse email afca-strasbourg@hotmail.com. AFCA, c'est Association France-Chine Alsace, donc Strasbourg, @hotmail.com. Vous m'écrivez
et je vais vous reprendre votre question. D'accord. Voilà. Merci à toi, Thierry, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et du coup, on vous souhaite une bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. N'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs. Et tout de suite, Afrique Hebdo.